peut-être comme première question, je me tourne vers vous, maître. Est-ce que ces différentes lois de lutte contre le terrorisme sont peut-être si liberticides que l'on le dit? Bonjour déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir effectivement de revenir à l'université parce que j'ai compris le sens de la démarche de votre cercle. Et c'est vrai que l'université française de droit a parfois du mal à faire une jonction entre ce qu'on vous enseigne, ce que vous apprenez, qui est le droit, qui est quelque chose un peu théorique, et puis la mise en œuvre de ce que vous apprenez, qui est la sphère judiciaire, en tout cas en ce qui concerne les avocats, les magistrats et d'autres gens. Donc vous êtes parfois dans une difficulté, c'est de percevoir à quoi sert réellement et comment on met réellement en œuvre les principes qu'on apprend à la faculté. Et nous, on est dans une autre frustration, c'est qu'on a envie de parler, de rencontrer, de confronter notre situation professionnelle à des gens comme vous, des étudiants. Bon, il y en a qui sont un peu plus âgés, donc ils ne sont peut-être pas étudiants, mais cet échange-là est assez rare et franchement, merci beaucoup de l'avoir organisé et de m'y avoir associé. Je vais répondre à votre question, qui est une question éminemment vaste. Dans ces problématiques-là, et notamment quand on a plaidé pour Abdelkader Merah, sur lequel on pourra revenir, ou sur ce dossier en particulier, je suis toujours animé par la citation bien connue de Benjamin Franklin qui disait « Un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite finalement ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux ». J'ai longtemps en fait cogité, je me suis demandé pourquoi cette citation est si célèbre, est-ce qu'elle est si évidente que ce qu'il paraît. Chacun comprend en réalité l'équilibre en tant que citoyen qu'il y a entre la nécessité d'assurer la sécurité collective et individuelle. Ça c'est quelque chose qui est, on va dire, assez inné. Et puis de l'autre côté il y a le concept de liberté. Il y a 15 jours, j'étais à New York, je me disais, c'est marrant comme les Américains ont cette science de tout appeler liberté. Ils ont construit sur le World Trade Center une nouvelle tour qui s'appelle Freedom Tower. Ils ont la cloche des libertés, enfin tout est liberté dans un pays dans lequel finalement on critique aussi l'absence totale de liberté. C'est toute la problématique du contrôle permanent de données, par exemple, du stockage des données personnelles, de l'analyse de big data, etc. etc. J'ai l'impression qu'on touche sensiblement beaucoup plus la question de... Sensiblement, j'entends dans notre vie commune, dans notre vie tangible, toujours beaucoup plus la question de la sécurité, parce que quand il y a un attentat, quand on est menacé, même très abstraitement, vous voyez, moi je suis du Puy-en-Velay, qui est une petite ville dans laquelle le risque d'attentat terroriste peut être un petit peu réduit. Tous les gens que vous rencontrez, ils sont persuadés que la menace est aux portes de la cathédrale du Puy-en-Velay et que globalement ils sont très marqués par le climat de guerre. En réalité, vous êtes expert plus que moi sur ces données géopolitiques, mais le climat de sécurité et d'insécurité est quelque chose de tangible. Alors qu'à l'inverse, le climat de liberté est quelque chose de beaucoup plus complexe. Je donne un exemple auquel je pensais tout à l'heure en venant. Je me disais, voilà, quelque chose qui est clair, c'est qu'on est beaucoup plus surveillé qu'avant. Vous avez tous un téléphone portable, une carte bancaire, on annonce que bientôt il n'y aura plus de la possibilité de payer en espèces, que tout sera numérisé. Et donc en réalité, par une analyse très simple de votre téléphone portable en lui-même, on arrive à peu près à savoir qui vous êtes, quels sont vos goûts, qui sont vos amis, où est-ce que vous allez faire vos courses, etc., etc. Sans parler de la sphère encore plus intime, sur laquelle il y a une hypocrisie assez générale en fait. Ça m'arrive souvent de défendre des gens aux assises et puis on leur dit monsieur, on a retrouvé un fichier pornographique dans votre téléphone. Et là on a l'impression que la salle entière collective est je pense que si la sphère pornographique est une des sphères les plus importantes du net, c'est que collectivement on doit s'avouer quelques trucs si vous voulez. Donc en réalité on a l'impression que quand on protège la liberté de quelqu'un qui potentiellement peut porter atteinte à notre sécurité, c'est assez légitime et ça nous chagrine moins sous le bon vieux réflexe de dire quand on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à cacher.
C'est une réflexion qui, évidemment, sur le plan juridique, puisque ce que vous me demandez, c'est quelque chose de juridique. Moi, je ne suis pas là pour prendre des décisions politiques. Je suis là pour rappeler des principes qui sont des principes sans lesquels, en réalité, une démocratie n'est plus une démocratie, sans lesquels ça ne sert à rien d'avoir une constitution, parce qu'on peut finalement, au rythme de chaque loi, de chaque nécessité politique, abroger nos principes. Il faut se souvenir, vous qui êtes étudiant en droit, de ce que ça signifie une constitution. Vous vous souvenez quand même que, par exemple, dans un pays qui nous est proche, l'Allemagne, on avait fait un bloc constitutionnel extrêmement solide. Pourquoi ? Pour éviter qu'en temps troublé, on soit tenté finalement de se dire une loi, ça se change. On avait dit non, il y a une loi suprême, plus importante, constitutionnelle, qui ne peut pas changer. Qui ne peut pas s'adapter. Pourquoi ? Parce qu'elle énonce les principes, le socle commun, des valeurs les plus fondamentales qui font qu'on est un pays, la France, un autre pays, les États-Unis, un autre pays, l'Allemagne, peu importe, mais un pays autour de valeurs. Et effectivement, je pense que parmi d'autres en réalité, parce que c'est pas l'apanage des lois antiterroristes, mais parmi d'autres, les lois antiterroristes, parce qu'elles nous conduisent au nom de la sécurité à penser des enjeux qui ne sont pas des enjeux habituels, sont naturellement, pour le commun des mortels, liberticides. La question qui se pose, c'est un choix politique. Est-ce qu'on est, d'abord d'accord pour les accepter ? Mais deuxièmement, est-ce qu'on mesure totalement qu'est-ce que les accepter veut dire ? Et là, et je termine, parce que je ne veux pas monopoliser les choses, et puis je veux vraiment qu'il y ait des échanges, je pense que les gens ne mesurent pas ce qu'une atteinte à un principe juridique constitutionnel peut engendrer. Si vous êtes d'accord pour dire il y a par exemple une liberté religieuse en France, liberté religieuse qui est rattachée à une liberté de conscience, qui est que chacun a le droit de penser ce qu'il veut dans sa sphère intime, mais que ce principe vous apparaît absolument essentiel pour tous ceux qui pensent comme vous, des gens qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu, ou des gens qui reconnaissent votre Dieu, mais qu'en réalité, dès que cette personne pense quelque chose qui choque vos principes, vous pensez qu'en réalité, il ne mérite plus cette liberté, et donc qu'il faut lui interdire d'exercer cette liberté, on voit la limite, en réalité, de poser un principe et 1000 exceptions. C'est une question qu'on a touchée du doigt récemment, par exemple, dans les décisions du Conseil constitutionnel relatives à la consultation des sites djihadistes ou des sites terroristes. Deux lois, un exemple parmi 1000, mais un exemple tangible. Deux lois sont passées. Une première qui est retoquée par le Conseil constitutionnel, qui dit, écoutez, c'est quand même embêtant, vous voyez, je suis l'avocat d'Abdelkader Berra, je connais un petit peu la réalité concrète de quelqu'un qui s'intéresse de manière très proche à des principes religieux. C'est un peu embêtant parce que tout ça circule sur Internet, donc tout le monde a le droit de le consulter. Première loi qui dit, attention, c'est un délit de consulter sur Internet des sites qui pourraient être qualifiés de djihadistes. Censure du Conseil constitutionnel, qui rappelle un principe, c'est en réalité que la consultation de sites, le simple fait de réfléchir, de s'informer, de pouvoir critiquer, ne peut pas en soi constituer une infraction pénale. Il faut qu'il y ait d'autres éléments. Il faut que cette consultation de sites s'accompagne d'une certaine façon d'un comportement qui fait croire qu'on n'est pas en train de consulter un site pour s'informer, se documenter, dans le cadre de l'exercice justement de cette liberté de consultation. Mais il faut autre chose. Et que fait le législateur ? Il ne dit pas, d'accord, j'ai bien entendu, monsieur le juge constitutionnel, je ne le referai pas parce que manifestement j'ai fait une loi constitutionnelle. Le lendemain de la décision, il refait une loi dans laquelle il change finalement rien du tout, qui est à nouveau censurée devant le Conseil constitutionnel. Donc on a évidemment une tension très forte entre l'impératif de sécurité qui est très porteur sur le plan politique et le juge constitutionnel qui est sur le plan, j'ai envie de dire, citoyen et politique, beaucoup moins fort. Et c'est là où on doit développer, et votre cercle et vous-même y contribuer, une culture du droit. Parce que si le droit est finalement réduit à une certaine forme de bien-pensance, de grands principes, etc., alors
on laisse un champ énorme à l'impératif sécuritaire, mais dans le sens, je ne veux pas passer pour un droit de l'hommiste qui ne comprend pas les enjeux que ça peut représenter de, par exemple, et on en parlera, imposer des contrôles, assigner à résidence, etc. etc. Simplement, c'est juste en guise d'introduction, l'équilibre qui doit être trouvé est un équilibre très subtil et un équilibre qui ne doit pas être trouvé par réaction à un phénomène, mais par référence à des principes qui sont les nôtres. Et c'est quelque chose de très complexe. Quand vous entendez après les attentats des leaders de grands partis politiques démocrates, je ne suis pas en train de parler d'extrêmes, qui disent que finalement on pourrait très bien sortir de la Convention européenne des droits de l'homme pour pouvoir instaurer des mesures que le peuple appelle de ses voeux, c'est vrai que sur le plan de l'histoire du droit, ou plutôt de l'histoire politique, c'est un petit peu inquiétant. Maintenant, il faut confronter tout ça à des expériences, c'est pour ça aussi que je suis content de débattre avec quelqu'un qui n'est pas dans notre giron naturel et qui a une autre forme d'expertise, et que je vais donc lui laisser la parole pour qu'il puisse s'exprimer tout aussi librement que je l'ai fait. Donc, pas de questions, continue. Non, je vais faire une introduction. Je voulais savoir peut-être, est-ce que justement ces lois, en tant que criminologue, pour vous, elles sont utiles, nécessaires et efficaces? Je pense qu'on est en train de prendre le problème pour le mauvais bout. Mais ça marche, oui, ça marche. D'abord, avant, je voulais vous féliciter de l'organisation de cette réunion. Quand vous songez que c'est un soir de troubles dans les transports, qu'en plus de ça, sans doute du fait du réchauffement de la planète, il n'a jamais fait si froid, nous sommes heureux de voir à quel point vous êtes là, présents et attentifs. Parce que dans 20 ans, il sera encore là, et nous, c'est moins sûr. Donc c'est là, je l'aide. Vous savez, force d'être au niveau des grands principes, ça l'use. Hein. C'est vrai. Donc, un mot sur ce que vous avez dit tout à l'heure en complément sur la consommation d'images pornographiques. Ça intéresse les criminologues, puisque naturellement il y a cette grande controverse sur le fait de regarder de telles images et de tels films, poussent-ils les gens à violer leur environnement, ou au contraire, est-ce que ça les défoule? Alors on a eu une merveilleuse, pour une fois que la sociologie servait à quelque chose, on a eu une merveilleuse étude sociologique aux États-Unis il y a quelques années, où on a étudié le comportement dans les villes où arrivait l'Internet à haut débit. L'Internet à haut débit sert à 70% à diffuser des films pornographiques, soit aux États-Unis, en tout cas ici peut-être qu'on est plus raisonnable, aux États-Unis c'est 70%. Et donc on a regardé dans les villes où arrivait l'Internet à haut débit si dans les mois qui suivaient, il y avait plus d'agressions sexuelles ou moins. Plus, ça veut dire que c'est un douce crime, et moins, ça veut dire que ça défoule. Eh bien, ça défoule. Il y avait 20% d'agressions sexuelles en moins, durablement, après l'introduction du haut débit, servant 7 fois sur 10 à des films pornographiques. Donc, je suis heureux d'apporter cette précision, parce qu'elle est d'importance. On dit, est-ce que les jeux vidéo, ça pousse les gens à la violence, etc. En gros, l'avis général des gens raisonnables, c'est une fois sur deux, ça défoule, une fois sur deux, ça excite. Eh bien non, ça défoule plus, en gros, 6 à 7 fois sur 10 que cela n'excite. Donc, c'est pas souvent que les criminologues ont l'occasion d'annoncer une bonne nouvelle, mais bon, voilà, vous voyez. Deuxièmement, si on prend les choses au niveau fondamental, vous êtes là pour enrichir, amplifier, compléter vos études, donc il faut partir des fondements. Le fondement, le voilà. Depuis quelques siècles, nous vivons dans le cadre d'une forme politique qui s'appelle l'État-nation. Ce que c'est que l'État-nation et à quoi il sert a été défini une fois pour toutes et génialement dans Paix et guerre entre les nations de Raymond Aron. C'est très simple, ça dit tout, ça tient en une ligne. L'État-nation, c'est respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. Et donc toute personne qui concourt à ça, soit un avocat, soit un criminologue qui forme des policiers, des officiers de renseignement, des douaniers, des avocats pénalistes, que sais-je, ils sont obligés de considérer ça et de partir de là.
Donc à partir de ce moment-là, nous avons l'obligation, l'État-nation n'a pas été fondé pour fixer les horaires de nuit des infirmières ni le jour d'ouverture des soldes, bien qu'il le fasse en France avec une sorte d'immense volonté, mais il a été inventé pour respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. S'il ne le fait pas, rien d'autre ne le vaut. C'est cette notion de respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur, qui fait que voici bien des siècles, nous avons quitté, nous avons abandonné notre droit à la riposte vengeresse, à se venger, à se faire justice nous-mêmes, et que nous avons dévolu le monopole de la violence légitime à l'État-nation pour qu'il en use le plus raisonnablement possible et avec des limites les plus précises possibles, grâce notamment au remarquable travail des avocats. Voilà donc la base. Que se passe-t-il donc autour des affaires de terrorisme? Premièrement, il y a beaucoup d'énervement et il y a beaucoup de choses fausses. Je remets les choses en perspective. Ces choses-là, je les connais puisque je fais partie du petit groupe de profs du Conseil scientifique d'Europol, et donc c'est Europol qui, pour tous les pays de l'Union européenne, collecte toutes les données sur le terrorisme et puis en fait une sorte de synthèse à l'usage des différents services de police participant à Europol, qui un jour, plus tard, dans quelques siècles, sera, une fois qu'on aura résolu tous les problèmes de voisinage, l'équivalent européen du FBI aux États-Unis. Mais ça ira lentement, rassurez-vous. On ne sera pas grisé par la vitesse. Donc, à Europol, on sait un certain nombre de choses parce que toutes les statistiques arrivent là. Qu'en est-il de la réalité du terrorisme en Europe? C'est peu de choses. Même aujourd'hui, même après Mera, même après le Bataclan. Europol collecte tous les actes terroristes entrepris ou réussis. C'est-à-dire que quand la bombe est posée le long d'un mur et qu'elle explose ou qu'elle n'explose pas, c'est compté comme un... Parce qu'il y avait volonté de commettre un attentat, et donc il y avait la technologie, tout ça. Donc c'est entrepris ou réussi. Pour toute l'Union européenne, qui compte 500 millions d'habitants, au pic du terrorisme, c'est-à-dire dans les années 2005-2006, où vous vous souvenez, Madrid, la guerre d'Atocha, 200 morts, les attentats dans les rues de Londres, 67 morts, dans les métros de Londres, 67 morts, à partir de ce moment-là, ça n'a fait que décroître. Encore aujourd'hui, ça décroît. Pour toute l'Union européenne, encore et y compris avec les attentats de Charlie Hebdo, tout ce qu'on a vécu en France depuis 2-3 ans, on en est à, pour toute l'Union européenne, à une centaine d'attentats entrepris ou réussis par an. Et là-dessus, alors écoutez bien, c'est là où ça devient grandiose, l'immense majorité d'entre eux, c'est en France et en Grande-Bretagne, mais en France et en Grande-Bretagne, c'est sur des territoires tellement minuscules que quand on prend la carte de l'Europe dans son ensemble, on les voit à peine. Les 3/4 des 100 attentats, ou même 80%, c'est l'Irlande du Nord et la Corse. Voilà. Pour le reste, il y a fort peu d'attentats en Europe. Sur les 28, on verra après le Brexit, mais pour l'instant, c'est 28 pays dans l'Union européenne. Sur les 28 pays dans l'Union européenne, il y a 24 pays qui n'ont pas connu ni vécu un seul attentat depuis 2009. Songez bien à ça, songez aux maladies mortelles comme la variole. On dit la maladie est éradiquée quand elle a été éteinte pendant plus de 5 ans. Là, ça fait pratiquement 10 ans, 9 ans que dans 24 pays sur 28 de l'Union européenne, il n'y a pas eu d'attentat. Donc, dans un premier temps, il convient de garder son calme. Hein. C'est pas l'apocalypse, c'est pas la Deuxième Guerre mondiale ou même la Première. C'est quelque chose de limité et sans doute de maîtrisé. De l'autre côté de la cour, à l'Institut de criminologie, pendant au moins 15 ans, j'ai pensé que j'allais étrangler l'agent comptable de Paris 2 dans les minutes qui suivraient. Eh bien, je ne l'ai pas fait. Vous savez qu'en criminologie, le point décisif, c'est le passage à l'acte. Quand on réfléchit à une chose et qu'on ne la fait pas, ben, on n'est pas public ça. Donc, pas du passage à l'acte. Si on passe maintenant aux gens dangereux, c'est-à-dire immédiatement dangereux. Ce que nous, en criminologie, on appelle les bombes humaines. L'individu qui, là, maintenant, peut prendre un couteau, sortir dans la rue, comme les 2 malheureuses filles qui ont été égorgées dans la gare Saint-Charles ou poignardées, et tuer des gens immédiatement. Ça, c'est les bombes humaines. Les bombes humaines, dans un pays comme la France, alors, le chiffre précis est couvert par le secret de défense, mais en gros, il n'est pas si élevé que ça. Et donc,
quand on passe du concept vague et nébuleux de radicaliser à celui d'individus qui sont capables de passer à l'acte, eh bien, on passe de 18 000 personnes, 15 000, 16 000, tout le monde n'est pas d'accord. Et en plus, ça change tout le temps. Les gens qui changent d'idée, on ne peut pas le quantifier à quelques milliers, sans doute, de personnes. Et ceux-là sont très facilement surveillables. Donc, voilà les réalités de ce que c'est que le terrorisme en France. Mais si vous me donnez 5 minutes de plus, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant le précédent quinquennat en matière de terrorisme. Ça va aller vite, parce qu'il ne s'est rien passé. Tel que la structure antiterroriste était au jour où M. Sarkozy a mis les clés sous la porte en partant, elles étaient quand M. Macron est arrivé. Rien n'a été changé. La structure, les effectifs, les hommes même à la tête de l'antiterrorisme, rien n'a changé. Le président Hollande a géré la partie lacrymale, il a géré les nounours et les bougies, il a géré les cérémonies, il a géré les manifs, il n'a pas touché une seconde au dispositif antiterroriste. Et cela a produit naturellement des drames. On se laisse surprendre. La première fois, Mohamed Merah, c'était imparable. Ça n'était jamais arrivé. Comment voulez-vous que la police repère des choses qu'elle n'a jamais vues? Personne ne peut faire ça. Donc là, c'était. Mais après ça, il y a eu Koulibaly 1, Koulibaly 2, les frères Kouachi, les Abdeslam, tout ça, etc. Et tout ça était repérable. Le profil de ces individus était extrêmement typique, était extrêmement caractéristique. On ne va pas, pour magistral, s'emmerde tout le monde, donc on ne va pas. Mais tout à l'heure, si vous posez des questions là-dessus, je pourrais vous dire que tous ceux qui ont fait couler le sang en France, ils ont des caractéristiques extrêmement précises. Et que depuis qu'un nouveau président est arrivé, depuis qu'il a compris quel était le problème, que le problème, ce n'est pas un problème de loi, c'est en plus, parce qu'on a déjà 10 fois trop ça. Les gens qui sont dans la procédure antiterroriste, ils viennent dingues, on leur change les lois tous les 6 mois. La difficulté de leur travail grandit de jour en jour, et donc c'est pas un problème de loi, c'est pas un problème d'ordinateur, c'est pas un problème d'effectif, c'est un problème de coordination. Peut-être regardez-vous de temps en temps à la télévision des matchs de rugby. Le secret du rugby, il ne faut pas laisser tomber le ballon et le passer le plus vite possible. Quand Macron a compris que le problème de l'antiterrorisme en France était le boxon entre 22 structures qui refusaient une copie, qu'on regarde leurs feuilles et qui se chamaillaient les unes avec les autres, quand il a mis à l'Élysée une coordination à la fois du terrorisme et à la fois du renseignement, c'est la première fois dans l'histoire de France, coordination nationale du renseignement et de la lutte antiterroriste, CNRLT, c'est l'état-major à côté de Macron. On a mis à la tête de ça un préfet qui est un homme qui a une grande autorité naturelle, et qu'on lui a donné des assistants qui sont d'autant plus géniaux que ce sont, pour deux d'entre eux, c'est un chef d'étudiant à moi. Il faut bien faire la pub un peu, hein. Et donc à la suite de quoi, eh bien, vous avez remarqué ce qui se passe depuis la fin de l'histoire de la gare Saint-Charles, depuis qu'on a compris et qu'on a commencé à coordonner, depuis lors, c'est pas à 100% et c'est pas pour l'éternité, mais depuis lors, d'ordinaire et le plus souvent, on arrête les terroristes avant qu'ils passent à l'acte, et sur la base d'éléments concrets, et on évite les bains de sang. Des gens qui sont arrêtés maintenant parce qu'ils pourraient et qui sont prêts de passer à l'acte et qu'on a tous les symptômes, c'est un groupe par semaine depuis. Voilà. Et enfin, et donc voilà les derniers éléments concrets de ce qui se passe réellement en France, et depuis, le président Macron a fait quelque chose de grandiose. On se désolait depuis des années, et notamment dans les dernières années de Sarkozy, et puis pendant tout le quinquennat de Hollande, quand Michel, ça a été qu'un quinquennat, on se désolait du fait que la haute fonction publique, elle était un peu en roue libre, que les préfets, c'était chacun faisait ce qu'il voulait dans son coin. Quand Macron est arrivé, alors il a l'air d'un reliquat, mais en fait, à l'usage, c'est une teigne, quoi. Il est très capable de se fâcher et de mettre les gens à la porte, ce que ne faisait pas le président Hollande, qui n'a jamais envoyé personne à part peut-être une ou deux de ses détresses, mais pour le reste, il y avait le volo le plus complet. Il y a les deux filles qui sont égorgées dans la gare Saint-Charles. Immédiatement, Macron dit
pourquoi ça s'est passé ça? Alors voilà, il y avait un individu qui avait déjà été arrêté 4 ou 5 fois dans la région lyonnaise, il devait être mis dans l'avion et expédié dans son pays d'origine, et c'était vendredi et c'était 5 heures, bon, on va pas s'emmerder, allez, on se met dehors et puis on verra bien lundi. Entre-temps, il a été à la gare Saint-Charles et il a égorgé les 2 filles. Quelle était la responsabilité finale au sommet de la pyramide administrative de la région lyonnaise? Le préfet de région à Lyon. Le préfet de région a été viré dans la demi-heure, avec le secrétaire général de la préfecture, viré dans la demi-heure. Un point lourd de la préfectorale, un homme avec d'immenses relations. Ça ne s'était jamais passé depuis 10 ans. C'est votre responsabilité dehors. Il ne fallait pas laisser partir ce garçon-là. Les 2 malheureuses filles seraient encore vivantes aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé. Depuis, je peux vous dire, je vois un peu tout le monde constamment, la haute fonction publique fait dans son froc et ils ont le petit doigt sur la couture du pantalon, et quand on leur dit qu'il ne faut pas laisser sortir un tel, ben, ils ne laissent pas sortir. Voilà les derniers événements. C'est pas, ça ne nous met pas à 100% à l'abri, mais la coordination fonctionne, elle marche et elle produit des résultats. Merci. Donc, vous venez de nous dire justement que le quinquennat de François Hollande n'avait eu aucun impact dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce que c'est eu un impact justement peut-être dans le droit à la défense, dans les libertés individuelles? Est-ce que justement les différentes lois en 2014, 2015, 2016 sous le quinquennat Hollande, et notamment l'état d'urgence, au final ça n'a pas eu quand même un impact sur les libertés publiques en France? J'espère qu'il nous regarde sur Internet parce qu'il passe une bonne soirée. Moi, j'ai une ligne très claire à laquelle je m'astreins, c'est je ne suis pas là pour exprimer un point de vue politique. Donc, je ne veux pas rentrer dans une querelle de personnes, politiques, etc. Ça, c'est pas mon rôle et puis je ne me sens pas personnellement légitime à le faire. Mais votre question, elle est au-delà de la politique. D'abord, qu'est-ce qui a été fait? Alors, rien, ça n'engage que mon contradicteur, même pas mon contradicteur, en fait, le co-intervenant. Il y a des choses qui ont été faites par la force des choses. Il n'y a pas eu effectivement une volonté telle que par exemple la volonté qui est affichée aujourd'hui dans les grandes actualités, il y a la création d'un parquet national antiterroriste. Voilà, ça c'est dit, on pourra en débattre, voir à quoi ça sert, etc. Il y a tout ce que vous avez signalé. Dans le quinquennat de François Hollande, je ne suis pas un légiste, je ne connais pas exactement précisément tout ce qui a pu être fait sur le plan juridique, mais 2 choses qui ont été beaucoup débattues. La première, c'est l'instauration de l'état d'urgence. Alors c'est là où effectivement c'est du bon jurisme, c'est-à-dire qu'à la fac, dans les Master 2, on doit débattre pendant très 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 longtemps pour ou contre l'état d'urgence, alors tous les avocats vont debout, etc., etc. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, quel est à mon avis, quelle est la problématique juridique essentielle de l'instauration de l'état d'urgence? Parce que bon, l'état d'urgence, ça ne vous a pas beaucoup troublé les uns les autres, ou alors c'est un peu dangereux de venir au cercle droit et liberté, et j'imagine que personne chez vous n'a été assigné à résidence, qu'on n'a pas pété votre porte un soir sans finalement respecter les horaires de nuit, et qu'on n'est pas venu y chercher en fait de la drogue en prétendant qu'on y cherche des armes, etc., etc. Moi, je l'ai constaté, évidemment pas dans mon cercle intime, mais dans notre clientèle. Et pour moi, la question qui est posée par l'état d'urgence, qui n'est donc pas effectivement un état qui a été souhaité par l'exécutif en disant voilà une loi qu'on va prendre pour lutter contre le terrorisme, c'est un état qui existait dans la Constitution, qu'on n'avait jamais vraiment mis en œuvre parce qu'on estimait que ce n'était pas nécessaire puisque le danger ne devait pas être sur notre territoire. C'est principalement le rôle du juge dans le contrôle qui est fait des forces de l'ordre. C'est-à-dire que dans un système normal, un juge doit être saisi pour procéder à tout un tas de choses, assignation à résidence, perquisition, etc. Dans ce système-là, les choses se font de manière un petit peu dérogatoire par rapport à ce système. Et donc on est toujours dans ce qu'on disait il y a 5 secondes, sur le plan du concret, peut se dire finalement c'est pas si grave que ça, je veux dire, ça fait quoi, quelques portes pétées. Alors vous savez par exemple qu'à Nice, ils ont pété une porte, il se trouve que derrière il y avait un petit bébé. Parce que c'était pas la bonne maison, c'était pas le bon endroit, c'était pas les bonnes personnes, et voilà. Le juge n'avait pas contrôlé parce que c'était pas le contrôle d'habitude, et puis les juges peuvent se tromper de toute façon.
Premier point, état d'urgence. On en parle, on n'en parle pas, vous verrez, puisque effectivement à longueur de rubrique de presse, on nous dit ce qu'a fait la loi antiterroriste de 2017, c'est qu'elle a finalement légalisé l'état d'urgence. Et c'est assez rigolo d'ailleurs de constater que tous les avocats se pointaient en disant « Ah, mort l'état d'urgence, oh, la société c'est fini », et puis que la loi antiterroriste est passée, moi j'ai pas entendu non plus 1000 choses contre la loi antiterroriste, alors qu'elle pose des vraies questions. Deuxième chose, et là je suis obligé de dire que si je pointe une once de critique sur l'exécutif de la part de l'intervenant qui intervient avec moi aujourd'hui, c'est, vous avez entendu, le fameux débat d'échéance de nationalité. Alors c'est vrai que bon, là en tant que juriste et citoyen, ça paraît lunaire. D'abord le citoyen. Le citoyen c'est, alors ok, pour arrêter les attentats, on va faire un truc, c'est que si quelqu'un fait un truc très grave en France, par exemple tuer plein d'enfants et se suicider après, eh ben on va le déchoir de sa nationalité. Et ça, je ne sais pas ce que va nous dire le criminologue, mais j'imagine que quand on est en Syrie en train de projeter un attentat, le fait d'être déchu de sa nationalité française, ça doit vraiment donner des pépettes. Et en fait, ça a généré un double débat. Le premier, c'est que ça a généré un débat politique sur la stigmatisation que ça pouvait faire de gens qui avaient la double nationalité, etc. Ça a été tout un problème. Donc politiquement, flop total. Juridiquement, gros problème aussi, parce que qu'est-ce qu'on fait? Il y a des apatrides, est-ce que c'est juste? Bon, juridiquement, grand débat. J'ai envie de dire politiquement, du côté des citoyens, de sécuritaires, pas vraiment génial, on va les déchoir de notre nationalité, parce qu'ils attendent des mesures qui sont tout à fait différentes. Et au fond, gros problème juridique aussi, parce que ça existe déjà. Et donc tout le monde s'est posé. En plus, j'ai pas une mémoire exacte de la chose, mais je crois que finalement on a dit qu'on allait le faire, puis après on l'a pas fait parce qu'on s'est dit ça va poser des problèmes constitutionnels. Donc flop total sur le plan, j'ai envie de dire, du message politique qui devait être envoyé. Et c'est là où j'ai l'expression qui dit il s'est contenté de gérer les nounours. J'ai discuté une fois avec quelqu'un qui avait après le discours qu'il a prononcé pour les victimes des attentats, il y a eu beaucoup de critiques parce que les gens attendaient peut-être un discours plus flamboyant, plus dans qui sommes-nous, le peuple français, pourquoi on se bat et on continuera à se battre, je sais pas. Mais le discours, c'était pas celui-là, le discours du président de la République. Il y a quelqu'un, proche conseiller, qui a dit ce qu'il a cherché à faire, c'était apaiser, passer un baume finalement sur les souffrances du peuple, etc. Ça c'est politique, je veux dire, l'arbitrage il est compliqué parce que quand vous appelez à la guerre, etc. Mais ce qui est clair, c'est que effectivement, il y a eu une succession de lois depuis 1989, je crois, c'est les actions directes, qui a donné lieu à tout un tas de choses. La première, c'était la cour d'assises spécialement composée, des jurés, et puis après, c'est globalement une meilleure surveillance et plein de choses. Sous le quinquennat, y a-t-il eu des innovations majeures, juridiques? Non. Précédent quinquennat, j'entends. Mais après, moi je ne connais pas ce domaine-là. Je veux dire, moi, ce dont je peux être témoin, c'est qu'est-ce que c'est de défendre quelqu'un qui est accusé de crimes terroristes. Ça, je peux le savoir. Et c'est là où, en fait, je vais vous demander, je vais me faire le porte-voix de la salle. J'ai compris que vous avez reconnu, enfin vous avez dit plutôt, en France, on ne réprime pas les crimes par la pensée. Et ensuite, la démonstration a été, ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est qu'on peut appréhender des terroristes avant le passage à l'acte. Et donc vous avez donné des exemples. D'abord, qu'on ne réprime pas les crimes par la pensée, c'est tout le débat que j'ai finalement mis en avant au tout début, c'est-à-dire, si en fait, la demande politique sécuritaire, c'est de dire il y a des gens qui sont potentiellement dangereux, ils n'ont pas fait de passage à l'acte, mais comment est-ce qu'on évalue les critères de la dangerosité avec la vieille polémique du 19e siècle sur les individus dangereux, est-ce qu'on peut les repérer ou pas? Les criminologues diront qu'ils peuvent le faire, les juristes diront que c'est quand même compliqué de dire que parce qu'une personne présente telle chose, elle va tuer l'agent comptable de Paris 2, en fait, on a vraiment, je trouve, on a été, peut-être qu'aujourd'hui, comme effectivement le temps de la souffrance collective est un tout petit peu en train de passer, mais enfin il suffit que ça réarrive demain,
on a été dans l'idée, Laurent Wauquiez par exemple, pour citer lui, mais il est très suivi par Éric Ciotti et les autres, il a été dans l'idée de dire, en fait, ce qui est pénible dans la Convention européenne des droits de l'homme, c'est qu'on ne peut pas réprimer, ni encadrer, ni punir les gens dangereux, il faut attendre qu'ils soient passés à l'acte, donc c'est un problème, donc on peut sortir de la Cour européenne des droits de l'homme pour imposer des lois qui permettent des camps, alors je ne sais plus comment il appelait ça, camps de rétention, c'est-à-dire des zones où en fait on enferme les gens parce qu'on pense qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. C'est pas le seul exemple, si on ouvre un tout petit peu le spectre, qui n'est pas en matière antiterroriste, mais c'est ce qu'on appelle la rétention de sûreté. Un homme fait un crime, et puis après, comme on considère, parce que Piquettre et autres se penchent sur son cas, qu'il est dangereux, et ben on le maintient dans un régime qui ne sanctionne pas un passage à l'acte, qui sanctionne une forme de dangerosité. Là-dessus, il y a un discours qui est fait. Et je pense que votre prise de parole est un peu l'incarnation de ça. Effectivement, ça use d'être dans les grands principes, et ça fait vieillir probablement plus vite, mais l'arbitrage juridique qui est complexe et auquel je n'ai pas la réponse. J'ai été invité au début du mois de janvier à une conférence sur la radicalisation. Je suis sorti de cette conférence en me disant mais en fait c'est pas un problème juridique. Je suis content d'intervenir, de démontrer comment Abdelkader Mera, comment un tel ou un autre qu'on défend peut penser, peut s'exprimer. Mais c'est pas par une arme juridique qu'on résout la radicalisation. Le problème qu'on a, nous juristes, c'est que des gens qui veulent finalement donner des réponses politiques aux problèmes le font en déformant certains principes auxquels nous tenons et qui nous paraissent importants non pas par opposition au souhait des politiques, notamment de protéger les gens, mais parce que si on les abandonne, on a le sentiment qu'on ouvre des brèches qui font que la société se délite et les principes se délitent effectivement. Et donc c'est peut-être une approche qui a l'air un peu droit de l'homiste juridique, mais que je peux tout à fait défendre de manière très pragmatique, avec des débats simples. Qu'est-ce qu'une association de malfaiteurs à visée terroriste? Ça c'est un vrai débat, c'est le centre du procès Mera. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est l'élément matériel d'une association de malfaiteurs? Comment on doit la juger? Alors, quand on juge des gens dont on est déjà convaincu que de toute façon ils sont coupables ou de toute façon ils méritent d'être mis dehors parce qu'ils ne sont pas comme nous, c'est sûr que c'est très juridique et très abstrait. Mais moi je pense que quand on réfléchit à une loi, on ne réfléchit pas à l'application qu'elle peut avoir pour les autres. On réfléchit à savoir si on fait une bonne loi. Alors peut-être qu'il n'y a pas eu de loi qui ont été prises parce que c'est un enjeu sur lequel le politique ne voulait pas investir les choses. Ce dont vous parlez, la meilleure coordination, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la pratique administrative, presque. Et c'est vrai, en fait, moi j'ai lu dans le procès d'Abdelkader Mera, vous aviez un enquêteur qui arrivait de Toulouse, qui disait ah ben moi j'avais tout lu, tout su, etc. Mais j'ai pas pu le faire parce que ma hiérarchie m'a dit que c'était pas la peine. Et puis après vous arriviez avec un autre enquêteur, en fait on avait 30 enquêteurs qui arrivaient de effectivement 3 ou 4 services différents, qui en plus n'étaient pas d'accord entre eux. Alors il y en a c'était un loup solitaire, il y en a en fait il appartenait à un réseau très structuré. À un moment du procès on a dit oh faut surtout plus jamais prononcer le mot loup solitaire parce que s'il est sous le solitaire, le frère ça veut dire qu'il est pas dedans. Donc après ils ont tous en cours de procès changé le truc en disant loup solitaire. Dès qu'il y en a un qui le disait, il était puni au piquet. Et globalement, ça a généré effectivement un constat que j'ai vu. Moi, je ne suis pas ni criminologue ni policier, mais qui est qu'effectivement, quand on regarde de l'extérieur, on se dit que ça n'a pas l'air d'être hyper coordonné. Maintenant, sur le plan juridique, je ne suis pas sûr qu'on a toutes les recettes pour appréhender tout ça. La radicalité de quelqu'un, c'est quelque chose de très complexe. Et il ne faut pas être angélique. Moi, vous savez, quand je défends un type qui est accusé d'association de malfaiteurs à visée terroriste, c'est un grand truc, on pourra en parler si vous voulez. Mais moi, je ne suis pas là pour dire « Ah, il est vachement sympa, et du coup, je pense que si on le laisse sortir, tout ira bien. » J'en sais rien, en fait. Je ne suis pas à même d'apprécier ça. Et je sais ce que c'est, la taquilla, l'art de... etc. Enfin, vous connaissez ça aussi. Donc c'est pas mon travail. Mon travail c'est d'évaluer la réalité tangible de charge ou d'indice concordant visant à priver quelqu'un de sa liberté par exemple, et d'évaluer que l'association de malfaiteurs à caractère terroriste est par exemple quelque chose d'assez dérogatoire
au regard de principes juridiques qui sont les nôtres, comme le principe de stricte nécessité, le principe du fait que chaque définition d'une infraction doit être très stricte. Là, vous y mettez un petit peu tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça génère beaucoup de débats sur lesquels évidemment on peut être intarissable, mais je pense que, pour résumer, il y a eu depuis 1989 une succession de lois, que ces lois suivent finalement toujours la même ligne, qui est d'offrir aux citoyens l'idée qu'en assurant une meilleure surveillance des individus, on arrivera à résorber la sécurité. Je pense qu'il y a une partie de vrai, parce qu'il ne faut pas être radical là-dedans, mais il y a une partie de danger, et c'est aussi le rôle des juristes d'alerter sur ces dangers-là, et d'essayer de les faire pointer du doigt par des citoyens qui se sentent totalement hors de ça. Donc, vaste débat, et intéressant à développer plus en avant. Compléter, préciser et montrer comment les choses se passent. Je voudrais intervenir sur 2 ou 3 points dont vous entendez parler tous les jours dans les journaux sans savoir vraiment concrètement ce que c'est. Le passage à l'acte, c'est très important. Concrètement, qu'est-ce que le passage à l'acte? Dans les semaines qui précèdent l'attentat de Charlie Hebdo, qui, si j'ose dire, va ouvrir le bal avec l'hypercachère de la période de 2 ans où il va y avoir le plus de morts dans les rues françaises depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand même, c'est pas rien. Même l'OAS, même les luttes aux Pays Basques entre pro et anti-ETA n'ont jamais fait plus de 15 ou 25 morts. Là, il y en a eu quand même près de 300. Ça n'est pas rien. Donc, c'est quoi le passage à l'acte? Dans les 2 semaines qui précèdent l'attentat et la tuerie à Charlie Hebdo, vous avez 2 garçons qui volent une voiture, qui vont dans des cités de la région parisienne pour essayer d'acheter et qui achètent un fusil d'assaut Kalachnikov. Vous avez des gens qui confectionnent des cagoules. Vous avez des gens, les mêmes toujours, qui vont faire des reconnaissances devant Charlie Hebdo. Charlie Hebdo est la cible la plus mondialement connue de la fureur des islamistes parce que les caricatures du prophète, etc. On le sait, puisqu'après que les 2 frères Kouachi aient été, comme on dit gentiment dans le langage de la police, neutralisés, vous avez une concierge qui a été à dire « Bah ouais, je les ai vus ces garçons-là, ils étaient garés devant Charlie Hebdo. » Alors j'ai été les voir, je leur ai dit « Il ne faut pas rester là, vous savez, c'est interdit de se garer. » Et ils m'ont envoyé promener, je les reconnais très bien. Donc les 2 gaillards en question étaient pu faire eux-mêmes les reconnaissances devant Charlie Hebdo. Alors il y a un vieux proverbe qui exprime le pragmatisme des Américains du nord-est des États-Unis, de la Nouvelle-Angleterre, qui dit « Quand cela fait point-point comme un canard, quand cela marche comme un canard et quand cela ressemble à un canard, c'est un canard. When it looks like a duck, when it walks like a duck, when it quacks like a duck, etc. » Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez accumulé tous ces éléments sur l'équipe des 2 frères Kouachi, vous êtes certain qu'ils n'allaient pas aller à Charlie Hebdo pour leur distribuer des friandises. C'est ça, les éléments de détection précoce avant le passage à l'acte. Et c'est en bloquant ça, au moment utile, au moment opportun, que vous évitez le bain de sang. Et comment on le fait? En transmettant le plus vite possible les informations entre ceux qui savent et ceux qui après ça doivent agir, et en coordonnant et en assemblant le plus vite possible les pièces du puzzle. C'est un travail de microchirurgie. Le travail en question, à l'heure actuelle, là aussi j'essaye d'être concret, tout le monde a vu, à un moment donné, dans les horribles vidéos de l'État islamique, une vidéo où il y avait des gens à visage découvert qui égorgeaient des soldats de Bachar en Syrie. 2 des garçons en question étaient français.
L'un, on vient d'annoncer sa mort, il y en avait un qui était d'origine portugaise, qui s'appelait Da Silva, et l'autre qui s'appelait Maxime Auchard, et le Maxime Auchard, il a été tué dans une frappe en Syrie récemment, et donc on a annoncé sa mort récemment. Maxime Auchard faisait partie d'un groupe de 3 garçons qui se sont convertis à l'islam. Lui, il est normand, hein. Auchard, c'est HARD, c'est France-Service de base. Donc il était arrivé dans la région parisienne et il s'est radicalisé avec 2 autres. Et donc les 2 autres sont restés dans la région parisienne. Compte tenu de ce qu'a fait le 3e qui est parti en Syrie et qui a égorgé des gens face caméra, etc., les 2 petits copains avec qui il s'est converti à l'islam, ceux-là font partie de ceux qui sont dans la région parisienne, surveillés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a un état-major dans lequel on coordonne tout ça. Le haut gradé de la police qui dirige ce service-là sur la région parisienne, il a un petit téléphone dès qu'un de ceux qui sont sous cette surveillance constante va faire pipi, quoi. Ils sont surveillés 7 sur 7, 24 heures sur 24, et la surveillance de chacun de ces individus, c'est entre 25 et 30 policiers. Pour qu'ils ne soient pas repérables, il faut qu'ils soient changés souvent. Donc vous voyez, c'est un travail de microchirurgie, ça implique au total quelques dizaines d'individus sur tout le territoire français, et ça n'est pas une charge pour la police insurmontable. Elle peut faire face à ce genre de choses. Donc c'est ça qu'il faut obtenir, c'est ça qui est désirable, et ça n'enfreint en rien quelque liberté publique que ce soit, puisque ça ne touche pas le grand public, ça ne touche pas tous les musulmans, ça ne touche pas même tous les musulmans radicalisés ou pas, maintenant ou avant ou après, ça touche des individus précis qui sont des bons humains et dont on a la quasi-certitude qu'à un moment ou à un autre, ils vont passer à l'acte. Deuxièmement, autre mot que vous avez entendu prononcer, c'est celui de radicalisation. La radicalisation, et donc l'idée qu'à un moment donné, on va prendre les gens et on va les déradicaliser, je m'exprime de façon claire et précise, c'est de la donnée. Ça n'existe pas. Il est déjà si difficile, songez à vos expériences personnelles, songez à ce qui se passe autour de vous, il est déjà tellement difficile de changer durablement ce qu'il y a dans sa propre tête, songez à la difficulté durablement et, je veux dire, pour de bon, à s'arrêter de fumer ou à faire un régime, changer ce qu'il y a dans la tête des autres, c'est de l'ordre de l'impossible. Clairement et concrètement, là aussi, pardon d'être brutal, la seule manière de changer durablement ce qu'il y a dans la tête d'un individu, ça consiste à mettre une balle dans la tête. Alors, on est sûr qu'il récidivera pas, autrement, c'est impossible. Et donc, fatalement, tous ceux qui se sont impliqués dans cette chose qui n'est pas possible, c'était qu'ils avaient une autre idée derrière la tête. Alors, jusqu'à présent, il y a eu 3 personnes qui ont été impliquées concrètement, qui sont passées à la télé, tout ça, sur les entreprises de déradicalisation. 3 escrocs, et le 4e, qui était psychanalyste et qui tripotait ses patients. Voilà, c'est pas un grand succès dans le concret des choses. Pourquoi? Parce que ça n'est pas possible. Déjà, pour les malfaiteurs de droit commun, la réinsertion est quelque chose d'atrocement difficile à réaliser. Dans le concret des faits, celui qui était arrêté pour un braquage qu'on met en prison, qui apprend le métier de menuisier en prison et qui après ça est un menuisier sage comme une image jusqu'à la fin de ses jours, c'est un sur 1000. Bien entendu, tout le monde qui connaît un peu la prison et les taulards, c'est que quand vous êtes en prison, il y a une chose qui compte, c'est en sortir. Et si vous devez jouer à faire un doctorat de philosophie ou de physique nucléaire ou d'apprendre la menuiserie, si ça vous permet de sortir un jour plus tôt, vous le faites. Mais après ça, comme le disait le proverbe de la Russie tsariste, parole donnée à la bougie qui n'engage pas comme le Seigneur. Après ça, que vous êtes en prison, vous faites ce que vous voulez. Donc il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup d'abstractions. Dans le concret, voilà comment les choses se passent. Le terrorisme n'est pas une affaire insurmontable. Il faut simplement ne pas se tromper dans les diagnostics. Il faut savoir clairement au départ un certain nombre de choses. Il faut faire d'abord de la médecine d'urgence. Quand la situation se passe, il faut identifier ses causes et faire en sorte d'arrêter tout de suite le plus vite possible que le sang coule. C'est comme dans un hôpital, ni plus ni moins. Et à partir de ce moment-là,
voilà, traiter le problème micro-chirurgicalement, en impliquant là-dedans, en faisant souffrir, en dérangeant, en perturbant le moins de gens possible. La société dans laquelle on vit est fragile. Vous voyez des espèces de tempêtes morales qui s'élèvent à tout bout de champ sur les réseaux sociaux, à tout prétexte, parce que quelqu'un a donné un coup de pied à un bateau ou quoi que ce soit. Eh bien, vous imaginez, dans ces conditions-là, qu'une population fragilisée comme ça, elle ne peut pas être soumise au choc et à la torture de la lutte antiterroriste de masse pendant très longtemps. Et le président de la République et ses ministres et tous les élus et toute la sphère de l'appareil d'État est comptable de cette situation. Il faut retourner à la paix civile le plus vite possible et impliquer dans ces affaires-là le moins de gens possible, parce que la société, on n'est pas en 1917, on n'a pas une population qui fait face à une guerre mondiale et on envoie les Bretons au casse-pipe par millions. C'est pas ça. On a une population fragile qui est sans arrêt devant des écrans et qui a rien fait défaillir. Donc il faut faire ça. Alors, moi, je pense que 90% de ce qui a été fait dans la présidence précédente, je ne suis pas fanatique non plus de ce qui a été fait en la matière sous la présidence Sarkozy, mais c'était déjà bien loin dans le passé. La situation nouvelle, c'est 2012-2015 à partir de Mohamed Merah, c'était de la com. Voilà, il y a dans l'effectivité, dans le concret des choses, dans ce qui permet effectivement d'attraper le plus vite possible des gens effectivement dangereux de façon à ce qu'ils ne puissent pas passer à l'acte et faire couler le sang. Pendant toute la présidence précédente, il y a eu très peu de choses. Ce n'était pas si difficile que ça, parce qu'en quelques mois, le courant a été rattrapé. Les choses sont faites maintenant de manière plus sérieuse. Alors, quoi devant nous, quoi demain? Puis après ça, si nos amis sont d'accord, on va passer aux questions-réponses, parce qu'on ne va pas la lucer comme ça jusqu'à demain. Et donc, quoi devant nous? Il semble qu'il y ait des idées positives. Il semble que soit en préparatif à l'heure actuelle une académie européenne du renseignement pour unifier les cultures et pour faire les bonnes pratiques les plus efficaces, les moins délabrantes possibles pour la population au niveau de l'Union européenne. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis deuxièmement, essayer de faire maintenant aussi bien, vous savez, la criminologie, on a beaucoup de chance parce que on avait un domaine d'intervention et en 15 ans, on en a un deuxième. On avait la criminalité physique dans le monde physique et maintenant on a le monde numérique et la cybercriminalité. On a 2 fois plus de clients, la vie est belle. Donc, dans ce domaine-là, il faut essayer de faire les choses. La surveillance le plus légère possible cybernétique, elle permet de repérer les signaux précoces, les signaux faibles, de voir quelque chose qui bouge, oh là là, ça peut être important. Repérer les signaux faibles, c'est une histoire d'expert, il faut le faire le plus vite possible entre gens qui connaissent. L'expert, c'est pas celui qui a l'expertise, c'est celui qui a l'expérience. Le type qui a 20 ans de médecine d'hôpital devant lui, il voit quelque chose, il fait un diagnostic rapide, il a de l'expérience. Là, c'est un acteur d'antiterrorisme. Voilà, ça c'est des choses importantes pour l'avenir. Voilà ce qu'il y a devant nous. Et tout ça a dans l'idée, et je crois que les nouveaux arrivés à la sphère politique ces dernières années ont conscience de ça, il ne faut pas torturer la population, il ne faut pas la soumettre à des chocs trop répétés, il faut faire léger, il faut faire micro-chirurgical, et il faut le faire le mieux possible. Mais en tant que dans la période qui s'ouvre devant nous, il n'est pas certain que le terrorisme reste longtemps une menace prioritaire. Les États-Unis ont déjà placé la menace terroriste au 2e ou au 3e rang et s'attaquent maintenant à d'autres problèmes de souveraineté, de puissance mondiale, de superpuissance, mais plus terroriste. Voilà, on est à un moment donné, et ça serait quand même idiot d'aggraver le traitement au moment où la maladie s'allège. Voilà tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Alors on peut peut-être maintenant passer aux questions du public. Est-ce que... Voilà, la première sur la plus difficile. Oui, monsieur. Bon, parlez fort, c'est tout. Pas besoin de micro, je pense. C'est plus une question qui s'adresse à M. Roper. Est-ce que vous pensez que le problème, c'est pas la surmédiatisation du terrorisme, parce que comme vous l'avez dit, ça n'a fait que baisser depuis l'époque des attentats de Londres, etc. Et aujourd'hui, on n'utilise pas le terrorisme comme une arme politique pour restreindre les libertés, parce qu'on en pense, et on utilise énormément aujourd'hui le terme de terrorisme
pour définir le terrorisme islamique, etc. Alors que vous l'avez dit, et je pense pas me tromper en disant que le nombre d'attentats, de par la raison de la religion, est bien moindre par rapport aux attentats qu'il y a en Corse par exemple. Est-ce que le problème n'est pas le fait d'utiliser le terrorisme pour assommer et pour bloquer la population, et non pas de viser le vrai terrorisme, et d'ailleurs de le définir, puisque je pense que même en droit, comme dans la pensée commune, on ne sait même pas définir ce qu'est un acte de terrorisme finalement, en tout cas pour le commun des mortels. Et est-ce que le problème n'est pas de pointer du droit et de surmédiatiser ces attaques terroristes et de leur donner trop de poids, alors qu'elles peut-être si peu finalement. Mais vous avez, l'observation est juste, mais la raison n'a rien à voir ni avec le droit, ni avec l'antiterrorisme. Ce qui nous enquiquine et ce qui complique la vie à tout le monde, mais à tout le monde, aux avocats, aux criminologues, aux élus, etc., c'est la création des chaînes de radio et de télévision en continu, où il y a de l'information en continu. Vous avez déjà d'entendre France Info quand il ne se passe rien, c'est pathétique. Et tu vas faire un journal tous les quarts d'heure. Alors on en arrive au gamin qui a tiré la sonnette et qui est parti en courant, quoi. Et écoutez France Info quand il ne se passe rien, c'est extraordinaire. Alors en revanche, quand il commence à y avoir un vague truc, alors on fait venir les experts S-bavardage sur un plateau télévisé, puis ça regarde comme ça pendant des heures, et en réalité ça tourne en rond. Mais en réalité, c'est ça qui complique la vie. Ce sont les chaînes de radio et de télévision en continu. On n'y peut rien. Les supprimer, ça serait pire que de les laisser continuer. En plus, il n'y a pas le droit, c'est privé, ces gens font ce qu'ils veulent. Mais ça a rendu la chose. Maintenant, quand il y a un chat qui se fait écraser, on entend parler 96 fois par jour. Donc à la fin, les gens, ça leur donne l'idée que c'est grave. Mais en réalité, il n'y a qu'un acte. C'est ça, c'est les chaînes en continu qui ont bouleversé complètement l'infosphère. L'infosphère, c'est les gens qui peuvent s'exprimer et ceux qui donnent aux autres le droit de le faire. Vous savez, c'est les patrons des chaînes, les rédacteurs en chef, les élus qui parlent sur les chaînes, les experts qui... Là, c'est l'infosphère. Et l'infosphère, maintenant, elle radote, la plupart du temps. Merci. Une autre question, n'hésitez pas aussi sur Internet, posez vos questions en commentaire. Les meilleures seront posées à nos intervenants. Une deuxième question. Oui, mademoiselle. Est-ce que l'absence de loi, selon vous, n'est pas finalement une volonté des politiques, parce que c'est une marge de manœuvre sécuritaire? Et si le canard, comme vous l'avez pu dire, est si facilement définissable, est-ce qu'une loi avec des critères spécifiques définissant l'association de malfaiteurs n'est pas nécessaire? En fait, je pense qu'on est, j'espère, un petit peu d'accord sur les choses. L'association de malfaiteurs, par exemple, je reprends l'exemple qui vient de vous être donné, avant le passage à l'acte, c'est-à-dire le passage à l'acte terroriste. Il y a eu, c'est ce que vous venez de dire, dans les 2 semaines précédentes, des vols de voitures, l'achat d'un fusil d'assaut, la confection de cagoules et la reconnaissance sur les lieux. Ça, c'est un critère matériel d'une association de malfaiteurs. Donc, en réalité, l'association de malfaiteurs, c'est un ovni un peu juridique qui sert effectivement à appréhender des éléments matériels qui anticipent un passage à l'acte. La question, c'est en fait l'interprétation que l'on a des éléments matériels. Alors si c'est l'achat d'un fusil d'assaut, on voit à peu près la nature de l'élément matériel. Si c'est la consultation d'ouvrages religieux à la suite d'un voyage en Égypte dans un institut coranique, c'est plus compliqué. Et le rôle en réalité du magistrat, qui finalement est j'ai l'impression un peu dans ce système un petit peu comme l'avocat en réalité, parce que il faut savoir comment ça marche concrètement, en tout cas comment ça marche concrètement au niveau de l'avocat, parce que je ne sais pas comment ça marche concrètement à d'autres niveaux qui ne sont pas les niveaux, j'ai envie de dire, émergés de l'iceberg. Il y a des notes blanches, il y a des gens qui travaillent, mais ils ne travaillent pas, si vous voulez, dans le giron du droit, quoi. Nous, à notre niveau, on a un dossier. Ce dossier-là, il est composé d'éléments qui sont apportés par des enquêteurs, des services de renseignement, des enquêteurs qui font des investigations, etc. Quand ils apportent, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail du dossier Mera, mais c'est assez parlant. Là, ils n'apportent pas l'achat d'un fusil d'assaut. Il y a eu un achat d'un fusil d'assaut, mais qui concerne 2 personnes et pas la 3e.
ils n'apportent pas l'achat de cagoules. En tout cas, l'achat de cagoules, c'est passé entre 2 personnes, mais pas forcément la troisième. Ils apportent globalement, et c'est la feuille de motivation qui a été rendue par la cour d'assises, l'importation de fichiers qui étaient écoutés par une personne sur son lieu de travail et dont le thème effectivement n'était pas purement religieux, c'était parmi des centaines et des centaines et des centaines de fichiers, des fichiers dont on dit qu'ils auraient été pris sur un disque dur d'Al-Qaïda. Alors, bien évidemment, si on a envie de le condamner, ça suffit. Mais cette définition juridique, elle est assez difficile parce qu'il faudrait pouvoir lister tout ce qui, globalement, peut constituer un acte qui indique un passage à l'acte. Donc, juridiquement, ça pose des problèmes. Le deuxième problème que ça pose juridiquement, et ça, vous l'avez dit, et je suis d'accord avec vous, et je crois que c'est le constat qu'il faut imposer, c'est la radicalisation, c'est pas un critère juridique. Le terrorisme, c'est plus compliqué, il y a une définition dans la loi, je ne sais plus qui est monsieur, il y a une définition dans la loi qui fait qu'il y a des associations de malfaiteurs simples et à caractère terroriste, en vue d'imposer la terreur, etc. La radicalisation, c'est assez nouveau, en réalité, bien sûr que c'est pas nouveau que quelqu'un qui poursuit une bande pseudo-criminelle puisse avoir une façon de raisonner. Enfin, là où je voulais dire quelque chose, c'est que le taux de récidive en France est très faible pour les infractions de droit commun. Pour les infractions dont on est en train de parler, c'est difficile de l'appréhender, mais je voudrais juste dire quelque chose de tangible. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, vous appréhendez un type autour de Syrie, et il est mis devant un juge d'instruction qui le met en cause pour association de malfaiteurs à caractère terroriste. Là-dessus, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a fait exactement en Syrie. Alors lui, il dit rien du tout, j'y suis allé, j'ai regardé, il se battait, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. Et puis au début, moi je croyais que c'était super sympa, j'allais même pour faire un peu de l'humanitaire. Et puis quand je suis rentré, je me suis rendu compte que ça allait pas du tout. Et puis maintenant, tout va mieux, quoi. Je suis plus calme, etc. Association de malfaiteurs à caractère terroriste, il est toujours parti avec un billet qui lui a été donné par quelqu'un, etc. Il passe donc, non pas devant la cour d'assises spécialement composée, il passe devant la 16e chambre. Et là, la fourchette, elle est assez simple, c'est entre 7 et 10 ans. Voilà. Prends entre 7 et 10 ans de tôle. Très bien. Pendant 7 et 10 ans, il est en prison, à Nanterre, là où vous voulez. Là, on met en place des programmes, etc. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe après. Je ne sais pas comment on résorbe ça. C'est juste que je peux pointer du doigt le problème du système, en fait. C'est un système qui est, sur le plan judiciaire, très peu adapté à la réalité tangible de ce qu'on est en train de juger. Je pense que ce n'est pas votre discours, mais quand on est en train de dire le terrorisme ne sera pas un problème, ou alors oui, mais en fait tout ça c'est pas très grave, c'est juste que les médias en parlent 24 heures sur 24. Non, je pense que dans la salle, si vous êtes dans un réseau Facebook, malheureusement vous connaissez au moins 2 victimes d'attentats. Donc ça marque quand même, on ne peut pas dire c'est pas très grave et puis finalement c'est assez résiduel. C'est un vrai problème, parce que les mondes humaines, comme vous les appelez, posent une question au droit. Donc c'est, j'espère pas un balbutiement de globalement le pointer, et de réfléchir collectivement ensemble aux problèmes que ça pose. Comment est-ce que le législateur le fait? Alors déjà, il y a un rôle essentiel du Conseil constitutionnel là-dedans. Le Conseil constitutionnel a vraiment joué un rôle de contrôle qu'il n'était pas obligé de jouer si ça avait été un organe purement politique. Je vous ai parlé de la consultation des sites à la portée de djihadistes, mais il y a plein d'autres exemples. Et vous avez vu qu'avec la déchéance des nationalités, c'est principalement un problème constitutionnel qui se pose. Par une meilleure définition des lois, sans doute, par un meilleur encadrement des outils qui sont donnés aux gens pour justement appréhender le passage à l'acte. Donc peut-être qu'en réalité, juridiquement, on résout mieux le problème par une meilleure connaissance du problème. Mais alors si les experts nous disent le problème est en train de se résorber de lui-même, moi je veux bien entendre, et tant mieux, pas créer... J'ai pas dit ça, j'ai pas dit qu'ils se résorbaient de lui-même. Ils se résorbent parce qu'on leur a tapé dessus assez fort pour qu'ils s'arrêtent. Ils ne reconnaissaient pas par la grâce du Saint-Esprit que les choses sont en train de s'arranger. Il y a des gens, surtout sur un point aussi, vous savez, il ne faut pas croire que je suis obligé de, comment dire,
de limiter mes propos, mais deux pays, la France et la Grande-Bretagne, savent, peut-être la Russie, mais on est moins proche, savent très bien ce qui se passe sur le terrain en Syrie et en Irak. Ils savent énormément de choses. Quand les gens rentrent et racontent ce qu'ils veulent, on sait. Les gens qui doivent savoir savent. Les Français ont des moyens de savoir sur place tellement superbes que souvent ce sont des Américains qui nous demandent. On sait très bien ce qui se passe sur place. Très bien. Et parfois, et là je serai encore plus bref, quand un de ceux qui est là-bas présente un danger trop grave, il ne rentre pas. Il ne rentre pas ici. Voilà, il reste sur place. Alors, il y en a quand même qui rentrent. Et deuxième chose, il y en a peu qui rentrent. Il y en a eu beaucoup entre 2013 et en tout cas beaucoup, pas beaucoup à l'échelle des 60 millions qu'on représente, non, mais il y a quand même eu une alimentation. Moi j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'être secrétaire de la conférence du stage, c'est-à-dire de récupérer les commissions d'office en matière criminelle l'année 2013, et ça représentait quand même facilement 50% des affaires. C'est pas énorme, mais il y a eu des vagues de retour de gens dont il est difficile d'apprécier justement la dangerosité à part égard. Je ne dis pas qu'on n'envoie pas des drones pour faire ce qu'il faut faire quand le pouvoir politique ou l'exécutif décide de le faire, avec une question juridique que ça peut poser, mais en réalité il y a quand même un point sur lequel je ne suis pas très éclairé, parce que vous dites les gens qui savent. Bah là, on a organisé un procès d'assises pendant 1 mois et demi pour juger le frère d'un présumé, le présumé complice d'un terroriste. J'ai eu le sentiment que personne ne savait beaucoup de choses sur ce qu'il était allé faire en Égypte, et puis pour son frère au Pakistan. Et donc, c'est peut-être ce que vous essayez d'expliquer. Moi, je suis dans une interrogation là. Peut-être qu'effectivement, Mohamed Merah, c'était une nouveauté dans le paysage, mais ce qui est clair, c'est que quand on le regarde rétrospectivement, c'est assez inquiétant. On a quelqu'un qui se balade au Pakistan, dans des zones, dont on dit c'est des zones tribales. On a fait venir les enquêteurs pour nous expliquer ce qui s'était passé. Il revient, il est en contact avec les services. Personne n'a effectivement tiré une sonnette d'alarme à ce moment-là. Je ne sais pas pour critiquer je ne suis pas du tout dans la critique des services. Vous savez, moi j'ai une image très nette d'une chose. Il y avait je le dis parce que c'est plutôt amusant et puis il faut apporter un peu d'air. Il y avait un officier, je pense qu'il est plus qu'officier de police, mais le directeur du raid Amaury de Haute-Cloque. C'est un bel homme, 1m90, très athlétique, qui a conduit le raid contre, je dis ça pour rigoler, c'est quand même une opération. Moi je ne suis pas policier, ni gendarme, ni militaire, mais globalement c'est une opération, quand on la regarde, c'est extraordinaire. Je veux dire, il y a des gens qui mettent en danger leur vie dans des opérations complexes, ils se font tirer dessus, etc. Puis alors, dans les assises, vous avez une quinzaine d'avocats bedonnants qui arrivent et puis qui disent « Ouais, vous avez fait 3 roulades, et puis vous avez tiré comme ça pendant que vous subissiez les feux de Mohamed Merah, mais est-ce que vous n'auriez pas plutôt dû, en réalité, vous mettre contre le mur et balancer une fois plutôt que 2 ?» Donc c'est assez facile, donc ça tournait un peu au ridicule sur voilà, vous avez merdé complètement l'opération, et si ça avait été moi à mettre du schmoll avec mes 300 kilos, j'aurais évidemment tout réussi. Donc le but du discours, c'est pas du tout de dire c'était facile de savoir. La question que je pose, c'est est-ce que vous dites que ceux qui savent, mais que ça ne concerne pas en fait l'opinion publique premièrement, mais ça ne concerne même pas en fait la sphère du droit, des magistrats, de ceux qui sont finalement chargés d'évaluer l'action de ça, parce que ceux-là, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas grand-chose, ou alors ils n'officialisent pas leur savoir, ce qui pose un vrai problème de droit, parce que ça s'appelle le droit à la liberté. Je pense que c'est une question qu'on est légitime à se poser quand on est un observateur lambda. Alors il faut faire la différence entre un pays en paix, comme la France, et des territoires de guerre comme la Syrie et l'Irak. Sur des territoires de guerre, on fait la guerre. Voilà. On ne fait pas la guerre avec un code pénal à la main, ou alors on est mort. Hein. Donc ça c'est une chose, et tout ce qui se passe en Europe, dans des endroits et lieux. Mais je veux dire, quand je dis que le problème est limité, des gens en nature, en capacité de combattre dans la zone Irak-Iran, et ayant combattu dans la zone Irak-Syrie, et étant retourné à présent en France depuis le début de l'année 2018. Là, nous sommes le 21 ou 22 mars. Il y en a eu combien?
il y en a eu 9. C'est pas le million de migrants de l'été 2015, quoi. C'est très peu de choses, c'est très peu d'individus. En plus de ça, il y en a, et ça peut se vérifier, il y en a qui ont été traumatisés, mais jusqu'à la fin de leur vie, parce qu'ils ont vu sur place. Il y en a qui sont dans une position de souffrance morale de ce qu'ils ont vu, les bonnes femmes jetées du haut du bâtiment, les bébés égorgés. Il y a des gens qui parlent de violence, de bestialité préhistorique sur ce qu'il y avait sur le terrain. Ça a été horrible. Voilà. Et il y a tous ne sont pas rentrés avec la fleur au fusil, genre génial en commençant. Il y a eu 3 garçons qui ont été attrapés. Alors c'était au début, quoi, on patatait encore un peu, et ils sont descendus de l'avion à Lyon, on les attendait à Marseille. Bref, au bout de quelques jours, les gendarmes les rattrapent. Quand les gendarmes les rattrapent, les gendarmes leur disent ils leur récitent, vous êtes maintenant sous la justice, patatoufa, et ils ont veut voir le juge tout de suite. Elle dit attendez, c'est pas de la rester là, on dira non, tout de suite. Ils ont insisté, ils ont fait le premier lit, ils tapaient sur la table, ils voulaient voir le juge tout de suite. On les emmène voir un juge, et ils se marchaient dessus, ils se battaient. Il voulait être le premier à parler au juge, et à la fin, celui qui a pu lui parler a dit mettez-nous en prison 10 ans en France, ne nous renvoyez pas une journée là-bas, s'il vous plaît, on veut plus, c'est horrible. Et donc, ils ne reviennent pas tous la fleur au fusil. Alors, il faut vérifier les simulateurs, mais ça, à ces niveaux de traumatisme, la psychiatrie, elle sait faire. Donc, voilà, je voulais vous dire aussi, parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure, efficacité d'un état d'urgence, une semaine. Au bout d'une semaine, ça ne sert plus à rien. Donc, il faut le faire quand il faut le faire, quand l'exécutif en a ainsi décidé, il faut le faire bref, il faut le faire intense. Au bout d'une semaine, tout le monde a compris que ça ne sert plus à rien. Tout le monde, j'entends ceux que l'état d'urgence s'intéresse. Ils ont tout mis chez leur cousine Ernestine et il n'y a plus rien chez eux, donc on peut casser toutes les portes pour eux, ça ne donne plus rien. Voilà. Donc, il faut faire les choses en fonction de la réalité. Je suis un grand admirateur des principes, je crois beaucoup aux principes, j'en ai quelques-uns moi-même, mais il faut tenir compte de la réalité de ce qu'il y a sur le terrain. À la fin, il faut quand même éviter le vaccin. Les juristes, ils sont en bout de piste, et après ça, on juge ceux qu'on a attrapés. Et ceux qui n'a pas attrapé et qui continuent à tuer, ça pose quand même des problèmes. Je regarde, oui, simplement un mot important pour les juristes. À un moment donné, à la fin des années 60 et du XXe siècle et au début des années 70, il s'est produit, et notamment en France, un phénomène extrêmement important que nous, les criminologues, on a reçu et capté. À ce moment-là, chose qui n'était pas du tout le cas dans les décennies précédentes, la criminalité est devenue collective. On a eu le début du terrorisme, on a eu le crime organisé, et je pense que le monde juridique français n'a pas assez tôt et assez complètement étudié ce phénomène-là, de ce que ça signifiait le fait de passer d'un monde où le criminel, c'était le type qui rentrait chez lui, qui voyait sa femme avec l'employé du gage et qui sortait le fusil de chasse. C'était la criminalité d'avant, où le paysan qui déplaçait la bande et l'autre qui donnait un coup de fusil, à la criminalité collective, comme les détournements d'avions, comme le crime organisé, comme l'arrivée en France du premier élément de la mafia italienne ou du crime organisé de pays où le crime est beaucoup plus organisé que chez nous. Je pense que ce problème-là n'a pas été suffisamment étudié et pas suffisamment compris. Voilà, là, les criminologues marquent un point. Alors, je voudrais juste prendre 2 questions qui ont été posées sur Internet pour vous, Maître. Que pensez-vous des prérogatives de plus en plus importantes qu'ont les juges administratifs dans les procédures de liberté publique? Et deuxièmement, ça n'a rien à voir, mais est-ce qu'il y a un impact de l'opinion publique sur les procès liés au terrorisme? Est-ce qu'on juge de la même façon? C'est une question qui est beaucoup plus, intéressante sur le plan général et qui est beaucoup moins technique, c'est l'impact de l'opinion publique sur les grands procès à caractère terroriste. Elle est énorme, elle est colossale. D'abord parce que dans l'histoire de judiciaire, on a rarement trouvé, alors c'est assez marrant parce qu'il y a le contre-exemple récent de Jawad, dans lequel ça fait marrer tout le monde, à chaque fois qu'on dit Jawad, effectivement, l'opinion publique se passionne pour
ce procès-là, un procès correctionnel, se passionne pour ces propres déclarations qui démontreront des générations et des générations de livres humoristiques, comme que compte-t-il vous faire, monsieur, à la sortie de prison? Et il répond ça va être vachement difficile parce que je voulais ouvrir un commerce de cocaïne avec mon associé, mais maintenant, avec ce qui m'est arrivé, je ne trouverai jamais un associé. Donc c'est vrai que c'était amusant dans cette forme, pas très amusant sur le fond, parce que c'est véritablement un procès dans lequel il y a une décision de justice, relaxe, avec une opinion publique qui finalement est assez imperceptible, parce qu'il n'y avait pas une animosité comme celle que nous on a ressentie dans le cas d'Abdelkader Mera. Dans le cas d'Abdelkader Mera, on s'est collectivement, au niveau de la défense, privé et restreint et interdit plutôt de communiquer en amont du procès parce que c'était inaudible. Vous ne pouvez pas expliquer qu'est-ce que ça veut dire de défendre Abdelkader Mera dans l'opinion publique à l'ère de la chaîne d'info continue où tous les 15 minutes il faut faire une dépêche et que chaque prise de parole doit durer moins de 30 secondes. Donc on n'a pas communiqué là-dessus. Et ce qu'on a constaté en réalité, c'est que dans un procès long, dans lequel la presse a quand même globalement fait son travail en essayant de donner à l'opinion publique des éléments sur l'existence ou non de charge, sur les réponses qu'ils pouvaient apporter, sur le déroulement du procès, l'opinion publique s'est un peu assouplie en tout cas. Elle a été moins dure que ce que l'on pouvait imaginer et je pense que ça tient à plusieurs facteurs, mais notamment au fait que les journalistes suivaient un procès et n'étaient pas uniquement dans le commentaire, même si c'est très... c'est affreux, hier il y avait un colloque là-dessus qui était très intéressant, mais c'est affreux de voir comment des avocats qui sont censés défendre des gens dans une juridiction vont, dès que le débat judiciaire est levé, commenter la journée d'assises à la télévision. Enfin, je veux dire que ça soit autorisé, je dis pas légalement parce que tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, mais dans notre ordre d'avocats, c'est un vrai problème. Donc vous rentrez chez vous le soir, et puis les jurés aussi, en l'occurrence c'est des magistrats professionnels, mais ils voient à la télé l'avocat de la partie civile qui dit alors aujourd'hui ça s'est super bien passé, l'accusé s'est complètement contredit, et puis je vais vous dire il va prendre cher. Et globalement ça pose un problème. Pourquoi? Pour alimenter à l'opinion publique une fausse information, parce qu'en plus c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc heureusement qu'il y avait quand même un contrepoids, j'ai envie de dire, de la presse traditionnelle dans ce procès, les grands quotidiens, les chroniqueurs judiciaires, qui ont donné une information qui, à mon avis, a matiné les choses. Je ne sais pas si l'opinion publique a complètement compris la décision qui a été rendue, qui est une décision publique, une décision, qui est aussi de nature, j'ai envie de dire, à apaiser un peu l'opinion publique. Qu'est-ce que dit la Cour d'assises? Elle dit Abdelkader Mera n'était probablement pas informé du projet criminel de son frère. Donc il est acquitté de complicité d'assassinat. Par contre, il a des éléments qui constituent des preuves d'une participation à une association de malfaiteurs qui n'est pas d'ailleurs une association de malfaiteurs en lien avec son frère directement, mais affiliée au réseau Al-Qaïda. Ça, c'est la décision juridique qui a été rendue. Et il prend 20 ans de prison, qui est le maximum légal à cette époque-là pour l'association de malfaiteurs à caractère terroriste. Donc l'opinion publique, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment va-t-elle être en appel, qui est quelque chose d'étonnant. On parle toujours de ce procès comme si c'était un procès qui était passé. Il va y avoir un nouveau procès. Ça, je ne sais pas. Et donc, on attend de savoir comment, en fait, est-ce qu'on va avoir la même vague par rapport à ça. Donc oui, l'opinion publique joue un rôle majeur, je pense, dans la décision de justice. Peu d'exemples dans lesquels les juges n'ont pas suivi l'opinion publique. Un exemple récent en France, vous savez si on veut faire l'histoire du droit, il y en a forcément. Et deuxième question qui est beaucoup plus technique, mais j'ai un petit peu perdu. C'est sur la place du juge administratif dans la protection des libertés. Bon, là, il est tard, il est 20h55. Je pense que si on rentre dans cette question technique, la moitié qui font la salle et les internautes vont s'endormir. En réalité, c'est vrai que c'est un petit peu étrange que la question des libertés fondamentales soit divisée entre un juge, on va dire civil, même si c'est pas un juge civil, un juge pénal si vous voulez, et puis un juge administratif qui est chargé de gérer ce contentieux. Moi personnellement, ça ne me pose pas de problème. J'ai rien contre le juge administratif. C'est juste qu'effectivement, ça ne participe pas à la lisibilité du système, notamment sur le plan procédural. Et c'est vrai que au niveau des avocats, ça pose quand même des difficultés parce que
les pénalistes traditionnels doivent après finalement récupérer le giron du juge administratif. Et c'est pour ça qu'en réalité, il y a dans tous les domaines, aménagement de peine, etc., droit des prisonniers, en réalité un déficit, puisque c'est vous, les étudiants, les avocats de demain, il y a un déficit énorme. On apprend le droit pénal, on est formé au droit pénal, mais on néglige totalement ce volet administratif, et notamment parce que le droit administratif c'est quand même la matière la plus chiante de deuxième année de tous les temps. On se dit ah j'ai eu 10, ouais génial, je ne vais plus jamais en faire, alors qu'en réalité c'est une matière qui, pour quiconque veut devenir pénaliste, qui est de plus en plus essentielle. Pas seulement parce que ça effectivement régule la question des assignations à résidence, etc., mais surtout de manière plus large parce que c'est ça qui régule notamment par exemple les conditions de détention dans les principes. Donc ne pas faire de droit administratif, ne pas savoir comment on saisit un juge administratif, c'est une forme d'hérésie, mais sur laquelle je n'ai pas envie de m'appesantir trop longtemps pour ne pas faire partir les dernières personnes encore présentes dans la salle. Un dernier mot sur les problèmes de l'avenir. Très bref, il n'y a pas de profession hors quelques grands quotidiens, il n'y a pas de profession plus ubérisée. Vous savez, ubériser les chauffeurs de taxi, là, qui courent comme des lapins, qui sont obligés. Il n'y a pas de profession plus ubérisée que les journalistes. C'est épouvantable. Dans toutes les nouvelles rédactions, vous avez des garçons et des filles sous-payés qui courent dans tous les sens, qui font top modèle à 11h, le terrorisme à midi, et puis la vie amoureuse du scarabée doré à 15h30. Et donc ils ne savent rien, ils connaissent rien, ils courent dans tous les sens avec leur petit micro et leur petit truc, c'est épouvantable. À chaque fois avec eux, on est obligé de recommencer à l'invention de la route. Ça c'est un vrai problème. Le problème c'est le minimum de connaissances des gens dans la profession de journaliste. Et juste sur ce point-là, parce que ça m'a paru important de le dire, je suis totalement d'accord avec ce constat, mais d'une façon assez unique, on va dire, dans le procès qui a eu lieu devant la cour d'assises spécialement composée et s'appelait Canamera, il y avait des journalistes de qualité qui étaient présents dans la salle. Il en reste, des journalistes qui ont suivi. Alors, déjà, le premier critère, c'est suivre le cours de bout en bout. C'est pas d'arriver le premier jour, de prendre un son, de se casser et puis de pas savoir finalement de quoi on parle. Mais des journalistes qui font leur travail, c'est là où vous devez être très attentif à la qualité de l'information qui est donnée. Parce que voilà, Nicolas Sarkozy est placé en garde à vue, alors en fait, la moitié des espèces de sites bizarres titrés il y a 2 jours qu'il était déjà mis en examen. Alors là, l'opinion publique se dit rien, elle dit, ah, le jury se dit quand même comment on peut être mis en examen en étant en garde à vue. Mais bon, et pareil, exemple de problème de communication, on est loin du sujet, hein. C'est pas parce qu'on parle de typique qu'il y a du terrorisme quand même derrière, ou en tout cas pas dans les faits reprochés. Mais ça m'intéresse parce que c'est l'actualité pure. On le met en garde à vue, alors on le laisse rentrer chez lui le soir. Alors c'est pas la première fois, hein, c'est déjà arrivé dans des dossiers qu'on laisse rentrer quelqu'un en garde à vue chez lui le soir. Donc déjà vous avez les commentaires des toutes alors il y a les pro-Sarko qui disent la preuve que c'était pas la peine de le mettre en garde à vue puisqu'il rentre chez lui le soir. Et les anti-Sarko qui disent c'est dégueulasse, si c'était pas lui, etc. Mais ce que je veux dire c'est, il y a un problème de communication majeur là-dedans. C'est qu'effectivement, s'il rentre chez lui le soir, le régime de la garde à vue n'est pas nécessaire. On pouvait faire une horte-feu prolongée. Il a fait, lui, une audition de suspect libre. Mais s'il rentre chez lui, s'il rentre pas chez lui le soir, c'est vrai que c'est étonnant parce que ça se passe pas. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on lit. C'est une garde à vue. Et ça, je pense que, pas sur uniquement les matières terroristes, mais sur la façon dont on présente la chose judiciaire, il y a un vrai travail de décryptage, d'explication, de compréhension, qui est le socle de votre association, de ces débats-là, et puis de vos études juridiques qui vous permettront d'alimenter des dîners ou des conférences de manière positive en essayant de décrypter un petit peu les choses honnêtement.